Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas du direct. Les aléas du direct, le lundi c'est du sport, mais pas que, normalement on a également de la médecine avec le professeur Jean Cadre, mais il n'est pas là, voilà, c'est les vacances du professeur, on te salue, il nous regarde depuis les Alpes là-haut. Il y en a un autre qui est en vacances, mais il est avec nous, il est invité sur ce plateau, c'est Arnaud Josserand. Ça va Arnaud? Ça va. Ah, il aime pas quand je l'attaque. Pas en vacances. Moi, je l'avais un peu prévenu, hein, Arnaud Josserand, le coach du Montpellier Volley, et ça s'est joué à peu de choses, hein, mais bon, il n'y aura pas de play-off. Non, il n'y aura pas de play-off, malheureusement. Mais on va revenir. Il n'est pas tout à fait en vacances, il nous racontera, il aura plein de choses à préparer, notamment la saison prochaine. Hein. Ouais, la saison prochaine. Et puis l'équipe de France, et puis tout ça. Pascal Riser est également avec nous, et il aurait bien été en vacances, en fait, mais non, pas du tout, pas de vacances. Non. Les play-offs. Les play-offs, on veut les play-offs. Pour le volley. Pas de vacances. Pas de vacances, il déteste les vacances. Ah, oui. Pascal Riser, notre exilé suisse fiscal préféré ici sur le plateau de TV Sud. Et puis, alors par contre, il n'est jamais venu, je crois, Jean Bernard, c'est pour ça que je révise. Jean-Bernard Nico. Oui, merci de nous recevoir. Qui va nous parler de kayak. De kayak. Et de canoë. Kayak, canoë, rivière. Polo. Tout, du polo. Et oui, parce que le polo se joue aussi sur un cheval en canoë dans l'eau. Non, je plaisante. Ils vont nous expliquer tout ça, et notamment Mouad El Yakabi est là. Ça va, Mouad? Oui, très bien, et vous-même? Vous avez révisé? Oui. Vous êtes au point, vous êtes affûté? J'espère. Il est passé chez le barbier, Mouad. Ça, alors, j'avais jamais vu quelqu'un qui passe chez le barbier avant de venir faire de la télé. Non, mais je me suis dit qu'il fallait être présentable. On s'invite chez les gens, il faut être présentable. C'est au top, il est au top. Merci, Mouad, d'être avec nous et d'avoir magnifiquement préparé, en tout cas, j'espère, cette émission. Tout de suite, ce sont les titres. Les titres, c'est avec monsieur Olivier Roiran, pardon. Bonsoir, ça va, Olivier? Bien, très bien. En plus, vous avez tourné tout le week-end sous la pluie. Bien sûr. Ça s'est bien passé, le ciré était au point. Parfait. Avec la combinaison de pluie. Et aujourd'hui, vous vous êtes intéressé au changement sur la ligne de train Nîmes-Alès. Et oui, puisque c'est aujourd'hui que le viaduc de Courbessac a été mis en service, situé sur la liaison ferroviaire qui relie Nîmes à Alès. Cet ouvrage d'art va permettre de gagner 7 minutes de trajet, un viaduc dont la construction avait fait polémique à tel point que la ville de Nîmes n'a pas souhaité participer au financement des 37,3 millions d'euros. En tout cas, les premiers voyageurs étaient ravis ce matin, car le train était à l'heure, figurez-vous. Et alors, ce viaduc évite aux trains de faire un tour sur eux-mêmes. Enfin, tout ça, c'est très, très pointu. Il avait un petit peu de retard, hein, le train, par contre, ce matin. Bon. Non, finalement, non. Non, ça allait. Non, ça allait. On balance pas. Plus que d'habitude. On balance pas. Et puis, ce week-end, comme il faisait très mauvais, vous êtes allé faire un tour à la plage. Bah oui, tant qu'à faire, hein. On se promenait un petit peu. Soyons cohérents. Non, mais sachez quand même que c'est l'un des fléaux des mers et des océans, c'est le plastique présent dans les fonds marins, mais aussi sur les plages. Du coup, chaque année, au début du printemps, une action de nettoyage du littoral est menée dans le monde entier, et notamment chez nous, évidemment, sur le littoral héroltais, à l'initiative de la fondation Surfrider, qu'on prononce très bien. En Languedoc, des équipes de bénévoles ont bravé donc la pluie et le vent tout le week-end dans leur sac du plastique, mais vous le verrez, pas seulement. Et des sachets en plastique pour ramasser, des sachets en plastique. Oui, mais du plastique recyclable. Ah, recyclable, oui. Qui plus est, ils pensent à tout, les Surfriders. Et puis, autre centre d'intérêt ce soir, la santé chez les seniors. Et oui, car une simple chute peut avoir des conséquences très graves chez les plus de 65 ans, ce qui peut entraîner parfois une perte définitive d'autonomie à Montpellier. Un service du CHU prend très au sérieux cette problématique. Il propose des séances plutôt sportives, objectif, améliorer l'équilibre des seniors. Et le professeur Jean Cadre n'est pas là, c'est dommage, il nous aurait donné son avis. Il se passe quoi au niveau du temps? Pourquoi vous riez, jeunes gens? Ben, vous avez de la chance, il n'est pas là, sinon vous savez, vous échappez pas. Il nous a déjà interviewé. Donc, oui, ça c'est fait, ça c'est fait. Mais il y a le petit nouveau là qui n'avait pas eu droit à ces questions. Tant pis, il faudra revenir. On s'intéresse à la météo demain, cher Olivier. Eh bien, il va faire plutôt beau, hein. Ça change un petit peu du week-end effectivement, quelques petits nuages, mais globalement il fait beau. Et puis ça commence à sentir le printemps, comme vous pouvez le voir, au niveau des températures, autant le matin que l'après-midi, 17 à Montpellier tout de même. La douceur arrive. Par contre, ça devrait se gâter de nouveau à partir de mercredi et surtout jeudi, vendredi. Ou non. Si, c'est comme ça. Ça s'appelle les prévisions météo. Merci beaucoup, cher Olivier. Vous revenez faire un petit coucou vers 19h. Et puis, le journal complet, bien sûr, c'est à 19h30. On enchaîne avec le sport.
Et encore un week-end chargé. Moi, on va parler de volleyball, bien sûr, de kayak. On va parler glace avec le hockey. Mais on va commencer par le rugby. Par le rugby, on commence pas par le foot parce qu'il n'y a pas eu de foot ce week-end. L'équipe de France jouait. Absolument. Donc, évidemment, c'est... Et rejouera. Oui, mardi contre l'Espagne, oui, pour un match décisif. Oui, pour les enfin, qualifications. normalement, vous en avez entendu parler. Hein. A priori. A priori. Donc, pour en venir au rugby, on jouait la 22e journée du top 14 et Montpellier qui se déplaçait sur le terrain de Grenoble. Évidemment, déplacement périlleux. Grenoble, personne n'avait gagné là-bas À part Clermont, les cette année. solides Vous avez révisé vos fiches. montagnards. Oui, on a préparé. C'est le seul truc qu'on a préparé, hein, je vous rassure. Après, c'est la Après, ça va débandade. être freestyle. Après, ça va être comme ça. Et donc, les Montpelliérains Les Montpelliérains qui étaient sortis du top 6. et qui sont rappeler revenus le à la contexte. faveur d'une victoire contre Grenoble. Et comment 16-9. Et oui, eh ben, on a déjà le panneau, regardez. Elle est pas belle, la vie? Ouais. Avec, et le classement même. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait Ben oui. Mais on va quand même regarder le résumé d'abord. Oui, préparé par Bastien Amalou. Allez, c'est parti. Précieuse victoire du MHR ce samedi sur la pelouse de Grenoble 16-9 avec un retour décisif du tricolore François Trinduc. Pourtant, un réel défi attendait les rugbyman du MHR. Excepté une défaite contre Clermont le 23 février dernier, les Grenoblois restaient invaincus à domicile depuis mai 2011. Les Montpelliérains, eux, en plein doute depuis un mois, ont pu compter sur le retour de leurs internationaux avec l'incontournable François Trinduc. Le demi d'ouverture se fait vite remarquer après un bon travail de Ouedraogo. Il inscrit l'unique essai de la rencontre à la 14e minute. Les Montpelliérains dominent la première période mais manquent de réalisme. Ils se font même très peur sur cette ouverture de Stewart. L'ailier grenoblois capte ce ballon en deux temps et aplatit, mais l'arbitre n'accorde pas cet essai. Après deux pénalités de Valentin Courant, Grenoble revient à 6-7 avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les hommes de Fabien Galtier restent conquérants. Portés par un Alex Toulou en grande forme, les Montpelliérains pilonnent la défense grenobloise et les portent à la faute. Plusieurs pénalités dont deux de Benoît Payog assurent le succès du MHR. Les Montpelliérains reprennent la 6e place synonyme de qualification pour les phases finales. Un déplacement qui rapporte 4 points, mais surtout une bonne dose de confiance avant de se rendre à Mont-de-Marsan le 30 mars prochain. Oui, on reviendra sur la suite, hein, mais on va revenir sur les résultats de ce week-end avec effectivement les Montpelliérains qui l'emportent à Grenoble. C'est une bonne opération des Montpelliérains. Et on s'intéresse également au Racing et à Perpignan, hein, les deux les concurrents directs. Les plus directs pour Montpellier. Oui. Et c'est le Racing qui l'emporte logiquement, même si c'est serré. Perpignan prend le point du bonus défensif. Attention, les Catalans n'ont pas dit leur dernier mot. Attention aussi à Castres, hein, qui l'emporte logiquement à domicile face à Agen. Et au classement, ça nous donne le MHR qui retrouve sa place dans le top 6, 6e. Du coup, c'est Perpignan qui est chassé, mais Perpignan est vraiment pas loin derrière. Il faudra confirmer pour les 4 derniers matchs. Le prochain match, c'est face à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'est à la portée des Montpelliérains, on l'a vu. Largement. Les Landais qui sont derniers, tout derniers. Ils n'ont gagné que 2 matchs. Quasiment plus rien à jouer. Et ils n'ont plus rien à jouer, non. Quasiment. Et ensuite, il faudra faire quoi ? Ensuite, les Montpelliérains joueront contre Toulouse, Bayonne et Perpignan. Ce sera le dernier match sans doute décisif. Les Perpignanais, de leur côté, joueront contre Castres, 4e. Et puis le Racing Métro, lui, accueille Toulouse. Ouais. Donc ça se joue toujours dans un mouchoir de poche quand même. Les Toulousains qui l'ont emporté hier soir, les Toulousains qui reviennent en grande forme, hein, en ayant eux aussi récupéré tous leurs internationaux. Donc attention, le printemps toulousain, les Toulousains ont fait le coup également la saison dernière, ils ont fini champions de France. Il reste 4 matchs, ça va être serré jusqu'au bout. Vous avez d'autres informations rugby? Oui, et la bonne performance de Béziers qui s'est imposé face à Tarbes 11-3, un succès qui du coup leur permet de sortir de la zone de relégation. Du coup, ils sont 13e sur 16. Oui, on l'a dit plusieurs fois, les Biterrois cette saison ont de bien meilleures performances que l'année dernière. Ils ont souvent flirté avec la zone rouge, effectivement. Voilà, ils s'étaient sauvés, c'était sur tapis vert. Et là, cette saison, ils peuvent se sauver sur tapis vert également, mais un vrai tapis. Celui-là, c'est le gazon du stade de la Méditerranée. Exact. Donc ensuite, on va enchaîner avec Nîmes. Oui. Les petits Nîmois en roue libre pour la fin de la saison régulière, qui sont allés perdre en terre héroltaise, mais qui sont qualifiés pour... Alors je ne sais pas si on doit appeler ça les playoffs, c'est très compliqué en Fédéral 3, mais en tout cas pour la suite de la saison régulière.
Ensuite, on va enchaîner avec le hand et la défaite samedi du MHB contre Saint-Raphaël, 26-28. Avec des images. Exact. À Saint-Raphaël. C'était pour le compte de la 19e journée. Le prochain match, ce sera contre Créteil le 12 avril à René-Bougnol et le 25, ce sera contre Dunkerque. Et les Montpelliérains, on va regarder les résultats. Les Montpelliérains qui sont sous la menace de pour Dunkerque, cette justement, deuxième place justement de Dunkerque, qui l'a emporté logiquement face aux Alsaciens de Célestat. Les Montpelliérains, on va regarder le classement. Ils sont toujours deuxièmes, mais ils sentent le souffle de Dunkerque dans leur nuque. Dunkerque, oh là là, quelle formule étonnante. Plus trop le droit à l'erreur. Effectivement. Et Pays d'Aix qui est sorti des 2 dernières places, le Pays d'Aix des frères Karabatic avec 13 petits points. On enchaîne avec quoi? On enchaîne avec l'USAM, qui a perdu également ce week-end. Et comme leurs voisins montpelliérains, ils ont aussi perdu. Cette fois-ci, c'était contre Valence et ils ont perdu 31-27. Mais bon, allez, il faudra se reprendre pour maintenir cette première place. Oui, mais ils sont premiers au classement. Largement à leur portée pour la fin de la saison et la remontée en Ligue 1. On parle volleyball? On parle water-polo. Ah, on parle water-polo? Allez-y, je vous écoute. Montpellier qui s'est imposé face à Douai 12-10. Et les Sétois qui sont également imposés contre Noisy-le-Sec 15-6. Les Montpelliérains sont toujours 2e et les Dauphins de 7 sont 3e. On parle volley? Allez, parlons volley. On a Arnaud avec nous. C'est le moment. Parlons volley. On commence quand même par les Sétois. Aïe, aïe, aïe. On veut l'énerver, il va s'en aller à force. On va finir de l'énerver. Non, mais on m'a dit qu'il fallait le titiller, donc Ouais, non, mais on a compris, ouais. Donc les Sétois qui faites-vous plaisir. Qui affrontaient Tours, match sans véritable enjeu puisque les deux sont déjà qualifiés pour les playoffs. C'était un peu un match de gala entre le premier et le deuxième, même si malheureusement pour les spectateurs, c'était pas. Enfin, les coachs ont préféré faire reposer les cadres et les titulaires. Mais tout de même, les Sétois se sont inclinés 3-7 à 1. Exact. Et donc les playoffs, le quart de finale. On regarde le reportage? Oui, pardon. C'est vrai qu'Olivier était. Allez, c'est parti. Des images. Le public du Barou à bloc, l'affiche était belle ce samedi soir, même s'il n'y avait plus d'enjeu. L'Arago, 2e face au leader Tours pour un dernier match de phase régulière qui démarre à l'avantage des Sétois. Il faut dire que le 6 majeur de l'Arago est aligné. Du coup, il déroule et remporte le premier set, 25-19. Puis les choses vont se compliquer. Le coach sétois fait tourner l'effectif et le vent tourne en fin de second set. Tours prend l'avantage, 25-22, un set partout. La bascule est faite pour le leader du championnat. Le deuxième set, on a le set en main et on a fait chacun une petite connerie qui nous a coûté ce set-là. Après, pour ceux qui sont rentrés à partir du 3e set, c'était pas évident, mais voilà, ils se sont battus. Et ils se battent en partant à fond dès le début de ce 3e set. L'Arago mène 7-4 avant de se faire rejoindre. 13 partout, les Sétois s'accrochent, puis décrochent. Tours remporte le 3e set 25-17, puis le 4e 25-19, mais pas de regret pour le coach sétois. Là on avait pris l'option de toute façon, c'était le dernier match de la saison, les joueurs étaient fatigués. L'option c'était de jouer 2 sets à fond et après de reposer les titulaires parce qu'ils en avaient vraiment besoin, c'est ce qu'on a fait. Je trouve dommage, c'est surtout qu'on ait perdu le deuxième alors qu'on avait on dominait, on avait le set en main. Et comme souvent contre Tours, donc on a un petit coup de moins bien, ils gagnent quand même à la fin. Mais bon, après, c'est un peu anecdotique parce qu'on a fait trop de changements pour pouvoir rivaliser après avec Tours. Victoire donc de Tours, 3-7-1 sur l'Arago de 7. Mais ces deux-là se retrouveront et pourquoi pas en finale du championnat. Début des playoffs, le 3 avril. Alors pour qu'ils se retrouvent, il faudra que les deux aillent en finale de ces playoffs. Bon, voilà, c'est à leur portée, mais c'est pas fait. On regarde les résultats. On continue de faire souffrir notre invité Arnaud Josserand avec, regardez en bas de tableau, 7 défaites à Paris, 3-7-2. Alors 3-7-2, ça rapporte 1 point, mais ça suffit pas puisqu'en dessous, regardez, Rennes a battu Chaumont et c'est Rennes qui reste dans le top 8 et du coup Montpellier est 9e. Regardez au classement, Montpellier 9e. Alors en même temps, on a envie de vous dire, on reviendra sur la suite pour 7. En même temps, on a envie de vous dire, Arnaud Josserand, il y a un moment, vous auriez signé pour être là. Oui, c'est vrai que moi je suis revenu mi-janvier. La mission que m'a donnée le président, c'était éviter la relégation.
parce qu'on était à 2 points, je crois, du premier relégable. 2, essayer de se qualifier pour le Final Four de la Coupe de France. Et puis bon, éventuellement, essayer d'accrocher les playoffs. Mais bon, c'est vrai qu'on était quand même assez loin. C'est un championnat qui est très très dense, donc avec beaucoup de très bonnes équipes. Et donc à ce moment-là, si on nous avait dit qu'à l'avant-dernière journée, on reviendrait dans les 8e et qu'on jouerait pour la qualif en play-off, effectivement, tout le monde aurait signé tout de suite, quoi. Donc on a beaucoup bossé, les joueurs se sont accrochés et puis au fur et à mesure, on a recommencé à enclencher une petite dynamique de victoire. Avant d'aller à Paris, à titre indicatif, on était sur 6 victoires d'affilée, donc on avait vraiment bien relancé la machine. Et la seule autre série qui avait été en cours dans le championnat, c'est Tours qui l'avait fait, qui avait 8 victoires d'affilée. Donc on était plutôt pas mal. Donc on y croyait. Alors qu'est-ce qui a manqué à Paris? On est tombé sur une super équipe de Paris. C'est vrai que Paris a une équipe, selon moi, qui vaut plutôt un top 4. On va voir au classement, pourtant ils n'avaient pas un enjeu primordial pour eux. Si, parce que s'ils gagnaient en prenant 3 points, ils pouvaient remonter à la 4e place, qui est quasi synonyme de qualification en Coupe d'Europe. Donc la mauvaise opération de la soirée, c'est plutôt Cannes qui l'a fait, puisque Cannes était 4e avant le début de cette journée, et ils sont passés à la 7e place. Et donc à la faveur des qualifications, du gagnant de la Coupe et peut-être du gagnant du championnat, ils seront plus européens, quoi. Donc c'est vraiment, et c'est Narbonne qui passe 5e, qui aurait probablement la dernière place européenne. Donc s'il y avait, il y avait un enjeu pour Paris. Sur cette dernière journée de championnat, il y avait un enjeu pour tout le monde. Donc c'était, on a joué le coup à fond, comme les Parisiens aussi. C'est vrai qu'ils ont longtemps espéré pouvoir gagner 3-0 ou 3-1 contre nous. Mais bon, on s'est battu, on a été arraché le 4e set. On était à égalité à 9-9 au tie-break. Et puis bon, c'est une équipe qui est très puissante aux ailes, qui a vraiment des gros gabarits. Nous, on joue un volet un peu plus dynamique, un peu plus vite, un peu plus accéléré aux ailes. Mais ils nous ont bien contrecarré. Et donc voilà, c'est clairement eux qui ont été les meilleurs sur ce match-là. Donc il n'y a rien à dire. Mais on a lutté jusqu'au bout, quoi. Donc c'est l'image qu'on voulait donner. Jusqu'au bout dans ce match-là et jusqu'au bout dans ce championnat, finalement. Exactement. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui, alors je suis pas certain que vous allez me répondre, mais qu'est-ce qui a pu faire la différence entre le moment où vous reprenez l'équipe en main et finalement toute cette première partie de championnat où on a vu votre équipe perdu, enchaîner les mauvais résultats contre des équipes contre lesquelles 2 mois après vous êtes mis à gagner? On a changé beaucoup de choses dans ce qui était fait avant. Je crois que les joueurs avaient besoin de changement. Ils avaient besoin de voir autre chose. Et il y avait des configurations d'entraînement qui leur plaisaient pas. Et donc on est allé un peu dans leur sens, mais surtout dans ce qui se pratique sur le très haut niveau, avec beaucoup de jeux en opposition. On a imprimé beaucoup plus de rigueur sur les systèmes défensifs, offensifs. On a changé la planification des entraînements sur la tactique, quoi. Vraiment on a fait beaucoup plus de travail vidéo, individuel et collectif. On a changé beaucoup de choses, donc voilà, je pense qu'après eux, le simple fait de changer et de changer pas mal de choses, ils sont allés à fond dans ce qu'on leur proposait. Et puis bon, en voyant que dès le 2e match, on est allé à Cannes, on a gagné 3-1 à Cannes, on a fait un gros match. Au bout de 10 jours d'entraînement et de nouvelles planifications, les joueurs ont assez vite adhéré. À la suite de ça, on est allé gagner en Coupe de France à Chaumont 3-0. Donc tout de suite, il y a eu ce petit brin de confiance qui est revenu, qui a fait que quand c'est devenu dur après, ils savaient que les ressources, en luttant, ils trouveraient des solutions tactiques, individuelles, collectives, etc. Pour garder le résultat plutôt que de lâcher l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc bon, c'est pas mal parce que on a montré, je pense, dans la 2e partie de saison, un autre visage. Faut savoir quand même qu'on a l'équipe la plus jeune et la plus française du championnat. Et on le veut, ça, c'est vraiment un choix déterminé du président, de l'entraîneur, etc. Donc du club. Donc c'est quand même prendre des risques, mais on voit que quand ça marche bien, c'est possible. C'est payant. Ouais, c'est payant. Alors je vous taquinais tout à l'heure pour les vacances, mais en fait pas du tout, puisque vous enchaînez avec votre 2e casquette.
qui est celle d'adjoint, c'est ça, au niveau de l'équipe de France. Ouais, je suis entraîneur adjoint de l'équipe de France depuis l'année dernière avec mon ancien collègue à Cannes, Laurent Tilly. Donc ouais. Alors c'est un peu un jeu, il faut suivre, parce qu'il y a Philippe Blain, donc le Montpellierin, pendant je ne sais combien d'années, il était sur notre plateau il y a quelques semaines, qui était le coach de l'équipe de France, le sélectionneur de l'équipe de France. Et puis bon, maintenant on a de nouveau un Montpellierin dans le staff de l'équipe de France. Ah, ça change. Hein. Il y a voilà, Philippe a été pendant 11 ans. Et lui, il est de plus en plus ici. Hein, il a été pendant 11 ans le sélectionneur de l'équipe de France. Donc il a été remplacé à la fin de l'été dernier par Laurent Tilly. Et donc Philippe était en attente de savoir ce qu'il allait faire. Il a beaucoup de fonctions à la FIVB, à la CEV, etc. Donc c'est le représentant des entraîneurs. Dans les instances donc c'est vraiment il a beaucoup de choses à faire. Il était très occupé. Donc quand le président a décidé de changer ce qui se passait à la tête de l'équipe première, il a fait appel à Philippe. Donc là, avec le président, ils sont en train de poser l'organigramme pour l'année prochaine. Mais Philippe est revenu au MAVUC. Attention. Pour peaufiner un peu tout ça et puis pour vous aider à structurer tout ça. Vous serez encore Mavucien l'année prochaine? Je pense, oui. Ouais. Voilà, c'est une info de la soirée. C'est pas un scoop. Mouad, on précise là pour l'Arago. Oui, évidemment. Vous êtes mis d'accord avec vous-même, alors vous avez trouvé quelle est la date du prochain match? Je les ai même appelés pour être bien sûr. Ouais. Ils joueront bien le 3 avril contre Cannes et ce sera à Cannes. Et le match retour aura lieu le 6 avril. Et si jamais il y a égalité, il y aura un dernier match le 7 avril, le lendemain. Petite info, tout de même, toute petite info, si je puis me permettre. Benjamin Tonuiti, qui a été élu meilleur joueur de Liga. C'est sympa. Benjamin Tonuiti. Voilà, qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure, le Sétois. Ouais. Restez tous avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve pour la suite des aléas du direct.